La rentrée scolaire 2024-2025 se pointe à l'horizon en République démocratique du Congo alors que le pays fait face à une épidémie de mpox touchant particulièrement les enfants. Faudra-t-il maintenir ou repousser cette rentrée prévue pour le 2 septembre prochain? Vous aurez des détails dans cet élément concocté par la rédaction de Géopolis Télévision. Et puis en international, la production ivoirienne d'or en hausse depuis quelques années devrait atteindre 55 tonnes en 2024. Très heureux de vous retrouver encore une fois de plus. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal télévisé sur Géopolis Télévision. En moins d'une semaine de la rentrée scolaire, la RDC est confrontée à une épidémie de mpox touchant particulièrement les enfants. Dans ces contextes, de nombreuses questions se posent telles que faudra-t-il maintenir ou repousser la rentrée? Quelles mesures pour protéger les jeunes écoliers? Tentative de réponse à toutes ces questions dans cet élément. Environ 8772 enfants ont contracté cette maladie depuis le début de l'épidémie en début d'année, représentant plus de la moitié des 15 664 cas enregistrés dans le pays. 548 personnes en sont mortes, dont 463 enfants. Cette crise est exacerbée par une série de défis complexes. Conflits armés, déplacements forcés, épidémies de choléra et de polio, ainsi que la malnutrition. Dans ces contextes, les enfants particulièrement vulnérables sont le plus touchés. Gilles Fanigno, directeur régional de l'UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, souligne que cette situation critique requiert une attention particulière pour protéger les jeunes enfants, notamment ceux affaiblis par la malnutrition ou d'autres maladies. Si la rentrée est maintenue au 2 septembre, l'urgence sera de préparer les écoles et les familles à gérer cette crise et éviter que les rassemblements d'élèves ne deviennent un vecteur de propagation rapide de la maladie. Une mobilisation collective est nécessaire pour assurer la sécurité des enfants en renforçant les pratiques d'hygiène et en mettant en place des mécanismes de détention précoce et de gestion de cas. Les établissements scolaires devraient renforcer les protocoles d'hygiène, notamment en assurant un lavage régulier de mains, en désinfectant les surfaces fréquemment utilisées, fréquemment touchées et en sensibilisant le personnel et les élèves aux signes et symptômes de la maladie. Pour les parents, il est crucial de rester vigilants. En cas de symptômes évocateurs de l'mpox, tels que des éruptions cutanées, il est impératif de consulter rapidement un professionnel de santé pour un diagnostic précoce et un traitement adéquat. Les parents doivent également s'assurer que leurs enfants malades restent à la maison pour éviter la propagation du virus. Le gouvernement n'a pas encore spécifié les mesures à observer pour la rentrée scolaire et certaines voix s'élèvent pour demander les reports d'au moins 2 semaines. Les défenseurs de cette thèse ajoutent que ce délai est nécessaire pour permettre au gouvernement de recevoir les vaccins attendus et vacciner les enfants en priorité. Cette possibilité n'a pas encore été évoquée par le gouvernement qui maintient la rentrée pour le 2 sans plus de précision. Cette situation plonge de nombreux parents et établissements dans le doute et la spéculation. Autre chose, à présent, comme promis, la première ministre Judith Suminwa a réuni lundi 26 août 2024 le 13 représentants victimes de l'incendie qui s'est produit dans la soirée du samedi 24 au marché de la Liberté à Kinshasa. Les discussions ont eu lieu au jardin de Premier à la primature et ont duré plusieurs heures. De ces discussions, il ressort que les vendeurs ont sollicité de la chef du gouvernement 72 heures pour présenter une liste de bénéficiaires éligibles à l'assistance du gouvernement. Jojo Moulamba. Chose promise, chose due. 24 heures après sa descente au marché de la Liberté, la première ministre Judith Suminwa a réuni le 13 représentants de vendeurs victimes de l'incendie qui a consumé tout le pavillon 5 de ces marchés. Cette réunion est un signe d'espoir pour ces vendeurs qui ont salué la promptitude de la chef du gouvernement. Premièrement, merci à maman. Nous remercions la première ministre pour l'acte qu'elle a posé
Lorsque nos marchandises étaient brûlées, nous étions désespérés sans vraiment savoir comment nous en sortir. Et nous avons confiance qu'elle nous aidera face à cette situation. Quelque chose pour maman à Mimi Bissou. Je remercie la Première ministre de nous avoir reçus et cette rencontre nous a fortifiés car nous n'avions pas la paix. J'ai été victime car j'ai perdu ma marchandise. La Première ministre nous a réconfortés et elle a promis d'indemniser les victimes. Plus de 450 personnes sont victimes de la marchandise. Près de 450 vendeurs du pavillon 5 du marché de la Liberté ont connu la perte de leurs biens suite à l'incendie. Nous avons discuté avec la Première ministre qui a proposé des idées afin d'aider les victimes à relancer leurs activités. 72 heures, c'est le temps que les vendeurs ont sollicité de la Première ministre pour élaborer une liste de bénéficiaires éligibles à l'assistance du gouvernement. Judith Suminwa a insisté sur l'ordre dans l'élaboration de cette liste. Elle a de plus souligné que l'assistance du gouvernement va s'opérer en 2 temps. Il faut tous sur la liste, parce qu'il faut tout yéba, nani azanani. Nous devons d'abord entrer en possession des listes parce que nous devons connaître les vrais bénéficiaires. Vous avez tous perdu, mais vous n'avez pas tous perdu le même marchandise. Et comme je l'ai dit, nous devons faire le calcul. Nous allons vous assister pour vous permettre d'abord, en premier lieu, de faire face à la rentrée scolaire. Et pour ce qui est de marchandises perdues, nous allons lancer l'opération en 2e lieu. L'urgence, c'est d'abord les listes. En 2e temps. Le pavillon 5 du marché de la Liberté sera réhabilité, a promis la chef de l'exécutif national qui a tout de même insisté sur la nécessité de viabiliser ces grands centres de négoce qui génèrent un attroupement journalier de plus ou moins 100 000 personnes. Et puis, réduction de la fracture énergétique, le gouvernement de la République active tous les leviers pour la transformation effective du gaz du lac Kivu. Ce mardi 27 août à la primature, la Première ministre Judith Suminwa Tuluka a échangé avec le directeur général de la société Maya Hydro, Paul Inks, qui était accompagné de sa délégation. Au cours de cette audience, 2 points essentiels étaient au centre des discussions. Il s'agit notamment du projet de conversion du gaz du lac Kivu en électricité et du projet d'installation de micro-barrages hydroélectriques dans 33 sites répertoriés en travers la République démocratique du Congo. Je vous propose de suivre Paul Inks qui fait le point de cette rencontre et ses propos sont recueillis par Jojo Moulamba. Nous avons rencontré son Excellence Madame la Première ministre pour lui discuter de notre projet que nous avons dans le lac Kivu, un projet de conversion de gaz méthane en électricité pour fournir cette électricité à la population du sud Kivu, du nord Kivu et éventuellement aussi dans l'Ituri en passant par Beni et par Butembo. C'est un projet intégré que nous faisons, extraire le gaz, le convertir en électricité et le distribuer à la population de cette partie du pays. Nous sommes venus ici pour régler certaines questions de nature administrative avec la chef du gouvernement et nous pensons que ces questions qui étaient pendantes pourront être résolues assez rapidement. Et si tel est le cas, dans les 3 mois à venir, nous espérons pouvoir initier les différentes étapes qui sont nécessaires à la mise en œuvre du projet. Les avantages que la population va tirer de ces projets sont énormes. Vous savez que la desserte en électricité dans cette partie du pays est très basse. Si nous parvenons à l'augmenter à travers ce projet, cela bénéficiera aux populations du sud Kivu, du nord Kivu et éventuellement plus tard de l'Ituri en passant par Beni et Butembo.
La ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba, a reçu lundi 26 août à Kinshasa l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Chine en RDC, Zhao Bin, en marge de préparatifs de sommet de coopération Chine-Afrique qui va réunir plusieurs chefs d'État, sauf plusieurs chefs d'État, dont Félix Tshisekedi. Les deux personnalités ont également évoqué la question des échanges commerciaux entre les deux pays qui, pour Zhao Bin, sont 1000 fois plus élevés qu'en 2000, date de la première édition du Forum Chine-Afrique. Suivez l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Chine en RDC dans ses propos, recueillis par Patience Okeke. Il s'agit de la dernière mise au point de la préparation du déplacement du président de la République en Chine dans le cadre du forum sur la coopération sino-africaine qui sera tenu début septembre. Nous sommes convenus que nos deux parties ont bien travaillé ensemble pour préparer ce sommet. Nous avons également échangé des vues sur aussi bien sur le contenu, l'entretien bilatéral ainsi que le forum lui-même, mais aussi sur les informations pratiques. Nos deux parties ont enfin réaffirmé la volonté de poursuivre ce bon élan de développement entre les deux ministères, mais aussi entre la partie chinoise et les autres services sectoriels congolais, et notre conviction que cette visite, ce déplacement du président Tshisekedi en Chine soit couronné de plein succès. Mais elle est très bonne, très fructueuse, et la Chine est le partenaire commercial le plus important du Congo, et le Congo est le premier pays destinataire des investissements chinois en Afrique. Le site est un simple exemple pour montrer la richesse, l'importance de cette coopération, c'est que les échanges commerciaux entre la Chine et le Congo sont aujourd'hui 1000 fois plus élevés par rapport à l'an 2000, l'année où le Forum sur la coopération Chine-Afrique. Est-ce que la classe politique congolaise ira-t-elle au dialogue pour parler des questions importantes qui s'imposent à la RDC? Difficile de mettre une réponse directe à cette question, mais certains acteurs sont favorables. Martin Fayulu, qui rentre ce samedi à Kinshasa après un séjour à l'extérieur, quant à lui, a appelé le Congolais à se mettre autour de chefs spirituels pour faire face aux défis qui s'imposent à la nation. Une démarche n'attend pas à entreprendre. Plus d'explications dans ces récits de Fiston Oliko. La République démocratique du Congo fait face aux multiples défis, de la crise politique née des scrutins de décembre dernier à la crise sécuritaire en passant par les sociales des Congolais. Seule la cohésion nationale peut contrer les velléités sur le pays, à en croire les observateurs avertis. Depuis les États-Unis où il se trouve, annonçant qu'il regagne Kinshasa le samedi prochain, Martin Fayulu a lancé un appel avec une connotation d'une invitation au dialogue. La solution est la seule. C'est qu'on se mette autour d'une table, nous tous, parties prenantes, autour de nos chefs spirituels. Les chefs spirituels ont montré qu'ils sont prêts à nous recevoir. Et pour qu'on parle du Congo, qu'on parle de la cohésion nationale, qu'on parle de l'intégrité territoriale de notre pays. Nous sommes attaqués par le Rwanda. Il y a des pays qui sont contre nous. Il faut qu'on se mette ensemble, comme un seul homme, comme une seule femme, pour contre-attaquer. À ce sujet, les acteurs majeurs se sont tus jusqu'à présent. Mais lors de sa dernière interview, le président Tshisekedi avait démontré à son sens l'impossibilité de la démarche d'une main tendue à l'opposition. J'ai commencé par Martin Fayulu, je dis mais il n'a jamais reconnu les résultats des dernières élections. Comment est-ce qu'il acceptera ma main tendue? Moïse Katumbi était prêt à faire la même chose, il avait même fait la même chose, mais grâce évidemment à la pression des siens, il a accepté qu'il rentre dans les institutions, mais lui reste borderline. Joseph Kabila, n'en parlons pas.
Lui, il a carrément boycotté les élections et prépare une insurrection parce que l'AFC, c'est lui. Face aux multiples défis auxquels les Congolais ont fait face, ils n'ont jamais cessé de croire à l'importance du dialogue. Et si cette fois-ci dialogue y a, quelques mois après que le pays ait dépensé plus d'1 milliard de dollars américains pour les élections, ça sera pour quelle finalité? Une question qui vaut tout son pesant d'or. L'économie au sein du marché du COMESA, on en parle encore, alors que la commission concurrence de ces marchés communs d'Afrique australe et d'Afrique de l'Est a tenu sa conférence annuelle en Livingstone, en Zambie. Un clin d'œil a été fait en l'endroit de l'autorité congolaise de la concurrence, la CONAC, Commission nationale de concurrence, qui a pour rôle la surveillance du marché afin de faire obstacle aux pratiques anti-concurrentielles en République démocratique du Congo s'installe et se déploie progressivement dans l'environnement congolais. Cette structure congolaise bénéficie de l'appui technique de la structure correspondante au COMESA ainsi que de l'a dit son directeur exécutif, Patrick Ilunga. Dans un marché aussi vaste que la RDC, la Commission nationale de concurrence a la lourde tâche de veiller au respect des règles de la libre concurrence par les opérateurs économiques, de prévenir et de sanctionner les pratiques anticoncurrentielles, de contrôler les contraventions économiques, de donner les avis et les recommandations sur des questions relatives à la concurrence et de sensibiliser les acteurs économiques et le public sur l'importance d'une concurrence saine. Cette institution publique, mise en place il y a moins de 10 ans, fait ses premiers pas, mais a besoin d'un accompagnement de la part de la commission de concurrence du COMESA, selon le directeur exécutif de cette structure. La CONAC est encore une jeune institution. Ce dont elle a besoin, c'est le renforcement de capacités. C'est ce que nous faisons avec eux. Les autres challenges, comme être très efficace dans la surveillance de la libre concurrence viendront. Ça vient avec le temps, je crois que ça viendra. Réguler la concurrence à RDC, la mission de la CONAC est définie conformément à la loi organique numéro 18020 du 9 juillet 2018 relative à la liberté des prix et à la concurrence. Selon les experts du COMESA, autant le marché régional s'est doté d'une loi autour de la concurrence, autant en RDC un cadre juridique devrait être mis en place et être vulgarisé afin d'encadrer un domaine relativement nouveau en République démocratique du Congo. Et cet élément nous amène donc à recevoir sur ces plateaux un intervenant. Il s'agit bien évidemment de Patrick Ilunga, journaliste à Géopolis Forum, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir Blaise Kouzola, bonsoir également à tous nos téléspectateurs. Voilà, on doit rappeler que vous avez pris part, bien évidemment, à la conférence annuelle de la concurrence du COMESA qui s'est déroulée en Zambie. Alors, dites-nous d'abord, c'est quoi cette commission de concurrence et quel est donc son rôle? D'abord, il faut dire qu'il y a le COMESA. Le COMESA qui est la communauté, on va dire, régionale Afrique australe, Afrique de l'Est, communauté en tout cas pour le marché commun. Mais ça, c'est dans le nom. C'est-à-dire que le nom dit que c'est la communauté Afrique australe, Afrique de l'Est. Mais aujourd'hui, ça s'est étendu à 21 pays. Ça va de l'Égypte, Tunisie jusqu'à Eswatini, c'est-à-dire ancien Swaziland, et puis l'île Maurice. Donc ça fait au total 21 pays dont la RDC. Et au sein de la COMESA, il y a maintenant la commission concurrence, ce qu'on appelle en anglais COMESA Commission Competition, la commission concurrence du COMESA, donc, qui a pour rôle de promouvoir la libre concurrence dans le marché commun du COMESA, mais aussi défendre le droit des consommateurs. Alors, la conférence annuelle, il faut dire que depuis 2 ans, c'est devenu maintenant, on va dire, un rendez-vous annuel. L'année passée, et puis cette année, maintenant, ça va se maintenir comme ça toutes les années. Chaque année, en tout cas, il y aura une conférence annuelle. Cette année aussi, la conférence annuelle s'est tenue. Et la COMESA Competition Commission a fait part de ses réalisations dans
dans le marché. Il faut dire par exemple que dans le cadre de la protection des consommateurs, cette commission a mené des enquêtes et a défendu le droit des consommateurs. On va prendre par exemple l'exemple de la CAF. La CAF qui, il y a quelques années, autour de la diffusion de la Coupe d'Afrique de Nations, n'a pas été très, on va dire, très transparente dans le lancement de marché, de la perte d'offres, en tout cas pour la diffusion de la CAN. Et la COMESA Competition Commission a attaqué en tout cas le manque de transparence de la CAF. Et la CAF a été condamnée à 300 000 $, donc il a payé. Ce qui fait que la CAN dernière, la plupart des pays africains, il n'y a pas eu, dans la plupart des pays africains, il n'y a pas eu de plaintes concernant la diffusion. Donc c'est la conséquence du travail de cette commission de concurrence au sein du COMESA. Alors je disais donc que au sein de cette COMESA Competition Commission a pour rôle défendre les consommateurs et promouvoir la libre concurrence dans le marché. Pourquoi la libre concurrence dans le marché? Parce que la concurrence a une vertu. D'abord, si vous avez un seul acteur dans le marché, les consommateurs, parce que chacun est consommateur, du président de la République au dernier des citoyens, chaque personne est consommateur. Et donc, les consommateurs n'auront pas de choix que d'aller vers le seul acteur qui est dans le marché. Et donc, la Commission encourage la libre concurrence. Pourquoi? Parce que quand il y a libre concurrence, le prix a tendance à baisser parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui proposent des services ou des produits et aussi la qualité de produits a tendance à hausser et donc la pauvreté baisse. Et donc c'est un peu lutter contre la pauvreté que cette commission existe. Et je crois qu'au cours de la conférence, elle a fait part de ses réalisations. Je vous ai fait part d'une seule enquête, il y en a plusieurs, et aussi cette commission fait le monitoring dans ce qu'on appelle les fusions des entreprises. Il faut que les règles même en fusion des entreprises soient claires, il faut que le consommateur soit mis au courant de ce qu'il consomme, et tout ça c'est le travail de la commission au sein du marché COMESA. Et concomitamment avec cette conférence annuelle, il y a eu un atelier de sensibilisation pour le journaliste. Est-ce que vous avez un commentaire à émettre? Voilà, il y a eu une vingtaine de journalistes qui venaient de 10 pays membres. Donc c'était le 8e atelier de sensibilisation de journalistes parce que la commission dit que et défend les droits du consommateur. Alors, les consommateurs doivent eux-mêmes aussi défendre leurs droits. Ils doivent savoir ce qui se passe, ils doivent défendre leurs droits. Et donc, comment défendre les droits dont vous n'avez pas, que vous ne connaissez pas? Justement. Et donc, la commission estime que, d'abord, il faut sensibiliser les journalistes parce que la question des concurrences, c'est une question relativement nouvelle en Afrique, parce qu'en Europe et ailleurs, c'est très avancé. En Afrique, c'est une notion relativement nouvelle. Il faut donc sensibiliser les journalistes. Eux qui sont aussi éducateurs de masse, ils vont éduquer l'audience, bien le public. Ils vont en quelque sorte chasser l'ignorance et que les consommateurs soient au courant de leurs droits pour mieux les défendre. C'est la raison pour laquelle ils sensibilisent toujours les journalistes pour on va dire, les préparer ou bien augmenter leurs compétences à couvrir les questions de concurrence, chacun dans son pays, mais aussi dans la région du COMESA. Alors, Patrick Kilunga, cette commission de concurrence du COMESA, on doit le rappeler qu'elle agit beaucoup plus sur le plan régional. Qu'en est-il du plan national? Voilà, il faut dire d'abord que sur le plan régional, la commission, on appelle aussi ça la commission, on appelle ça la triple C, triple C en anglais. Mission concurrence COMESA. Ouais, on appelle ça triple C. On peut appeler ça aussi CCC, soit on peut appeler ça aussi la commission. Voilà, c'est les trois noms. La commission peut agir en RDC, mais sur des questions qui peuvent toucher, on va dire, des questions transfrontalières aussi, des questions qui touchent deux pays du marché commun. La COMESA peut intervenir, mais au niveau local,
sur les 21 pays que compte le COMESA, il y a déjà 19 qui ont déjà mis en place leur commission nationale, c'est-à-dire la commission, on va dire, locale, pour que les questions qui ne sont pas forcément de compétences de la commission au niveau régional soient traitées au niveau local ou bien au niveau national. Ici, au pays, c'est la CONAC, la Commission nationale de concurrence, qui existe depuis près de 10 ans. Alors, elle n'est pas très actualisée. Elle n'est pas très active, en tout cas. D'ailleurs, même les journalistes, c'est à peine qu'ils apprennent que cette commission existe. Imaginez maintenant, à plus forte raison, le public qui nous regarde. Donc, je crois que la commission, la CONAC, la Commission nationale de concurrence, n'est pas très connue. En fait, c'est une jeune commission qui se met en place et elle bénéficie de l'encadrement de la commission compétition du COMESA. La CCC. La CCC, comme on dit. Et aujourd'hui, petit à petit, la CONAC est en train de s'installer. Il faut maintenant s'assurer qu'il y ait une loi, parce qu'il faut dire, je ne l'ai pas dit, la COMESA, la commission du COMESA a renouvelé même la loi sur la concurrence. Parce qu'il y a une loi sur la concurrence dans le marché commun du COMESA qui existe depuis 2004. Et 20 ans après, c'est-à-dire en 2024, une nouvelle loi, bien la loi a été révisée. Maintenant, au niveau local, il faut s'assurer que le cadre légal est en train de se mettre en place aussi. Il faut s'assurer que la CONAC se fait connaître et que ses actions se font aussi connaître, pour que même les entreprises qui sont ici soient, on va dire, un petit peu mises au pas pour ne pas recourir à des pratiques anticoncurrentielles au niveau national. Et une dernière question avant de boucler. Est-ce que l'RDC s'était effectivement fait représenter par son président, puisque vous avez parlé ici que la CONAC au niveau national donc, existe. Est-ce que la RDC était également représentée dans cette commission, la conférence annuelle? Il faut dire que la conférence annuelle, il y a eu, on va dire, les assises autour de la commission, a eu 2 étapes. D'abord, 3 étapes même, je peux dire. Il y a eu d'abord l'atelier des journalistes, il y a eu la conférence annuelle, il y a eu aussi une autre conférence, mais en faveur des diplomates des pays membres. Alors, c'est dans cette conférence des diplomates que la RDC s'est fait représenter par l'ambassadeur congolais, monsieur Didier Serge. Voilà. Monsieur Didier Serge est là, qu'on a rencontré aussi. Mais au niveau des journalistes, votre modeste collègue a été représenter le Congo. On rappelle que Patrick Ilunga était le seul journaliste congolais à avoir représenté la République démocratique du Congo dans cette conférence annuelle du COMESA. Patrick Ilunga, nous vous disons merci et nous vous souhaitons bon retour parmi nous. Merci beaucoup, Blaise Kuzola. On va prendre cette information en Ituri, aider les déplacés de cette province à se prendre en charge. C'est les principaux sujets qui étaient au menu des échanges ce mardi 27 août 2024 entre le gouverneur de l'Ituri et les directeurs adjoints chargés des approvisionnements et services au sein du programme alimentaire mondial. Les 2 personnalités ont exprimé leurs soucis en faveur de victimes de violences armées en Ituri lors de ces échanges. Moumini Ouedraogo, directeur adjoint des approvisionnements et services du programme alimentaire mondial, revient ici sur l'essentiel de cette rencontre. Suivez. Une des premières activités, c'est l'assistance aux personnes qui sont victimes des violences, surtout ceux qui sont les personnes déplacées, n'est-ce pas, qui sont très nombreux, qui bénéficient donc de l'assistance alimentaire du PAM. Mais il n'y a pas que ça. Surtout la discussion avec le gouverneur, c'est comment faire pour beaucoup plus aider les gens à se prendre en charge. C'est-à-dire même les personnes déplacées, comment nous allons travailler ensemble pour que ces gens-là puissent se prendre en charge au lieu de dépendre de l'assistance qui vient d'ailleurs. Les programmes alimentaires mondiaux envisagent aussi mettre en place cette année des cantines scolaires. Et nous avons parlé aussi de la question de l'éducation, n'est-ce pas, l'appui aux enfants dans les écoles,
Surtout, on a parlé aussi de cantines scolaires, c'est un projet sur lequel nous discutons. Et bien d'autres projets de développement que nous allons donc discuter. L'autorité provinciale appuie cette initiative, bien sûr. C'est quelque chose que, en fait, les priorités viennent d'ici. C'est-à-dire, nous ne ferons qu'accompagner, mais on va travailler ensemble à identifier ces priorités-là et aller aussi vers les bénéficiaires pour discuter et pour avoir leur participation effective dans ces projets. On va parler sport. À présent, le stade Frédéric Kibasa-Maliba de Lubumbashi dans le Haut-Katanga a été préapprouvé par la Confédération africaine de football pour le deuxième tour préliminaire des interclubs, Ligue de champions et Coupe de la Confédération. Et c'est une première depuis 2019 que les pays puissent compter 3 stades homologués par l'organe fêtier du football continental. Suivez. Lors de la saison 2019-2020, l'AS Maniema Union avait disputé ses rencontres à domicile au stade Joseph Kabila de Kindu. Le Dan Club Motema Pembe et l'AS Vita Club avaient joué leurs rencontres à domicile au stade de Martyrs et les TP Mazembe l'avaient fait dans son stade. En août 2019, Maniema Union était malheureusement éliminé par l'AS Pelicans du Gabon au stade JKK de Kindu au tir au but 5 tirs contre 3. Mais pour la saison 2024-2025, l'AS Maniema Union et l'AS Vita Club vont recevoir au stade des Martyrs les TP Mazembe au stade TP Mazembe et les FC Saint-Eloi Lupopo au stade Frédéric Kibasa Maliba. La République démocratique du Congo est 5e classée par rapport au nombre de stades préapprouvés aux côtés de la Guinée équatoriale et les Mali qui ont tous 3 enceintes. L'Afrique du Sud est très loin en tête de ces classements avec 12 stades suivis du Maroc et l'Algérie, respectivement 8 et 7 stades. La Côte d'Ivoire et l'Égypte ont tous 6 stades préapprouvés. Les 6 enceintes ivoiriennes ont reçu la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Après, il y a un peloton de pays ayant 2 stades préapprouvés qui sont le Cameroun, l'Angola, la Libye, le Botswana, le Rwanda, la Tanzanie, la Tunisie, l'Ouganda, la Zambie, le Ghana, le Mozambique et le Sénégal. Et un autre ayant un seul stade préapprouvé chacun tel que le Togo, le Nigeria, l'île Maurice, les Malawi, la Mauritanie, le Cap-Vert, l'Éthiopie, le Kenya, la Guinée-Bissau et le Libéria. Les mauvais élèves sont le Bénin, le Burkina Faso, le Burundi, la Centrafrique, le Comore, le Tchad, le Djibouti, l'Érythrée, les Swatini, la Gambie, la Guinée, le Lesotho, le Madagascar, la Namibie, le Niger, les Sao Tomé et Principe, les Seychelles, la Somalie, la Sierra Leone, le Soudan et les Zimbabwe qui n'ont aucun stade homologué. Maintenant, il ne reste que la confirmation de cette préapprobation pour que les 3 stades congolais reçoivent des matchs. Madame, Monsieur, nous allons à présent quitter la République démocratique du Congo pour aller dans la page internationale. La croissance du PIB réel du Nigeria a atteint 3,19% en glissement annuel au deuxième trimestre 2024 contre 2,98% au trimestre précédent, a annoncé le Bureau national des statistiques dans un rapport publié ce lundi 26 août 2024. Malgré les réformes audacieuses engagées par les autorités, la croissance de l'économie nigériane reste encore loin de l'objectif de 6% annoncé par le président Bola Tinubu lors de la prise de ses fonctions en mai 2023. C'est un élément concocté par Rachel Misenga. L'augmentation du rythme de croissance du PIB du pays le plus peuplé du continent s'explique essentiellement par la bonne performance du secteur des services et la hausse de la production du brut, a-t-on précisé de la source. Le secteur des services a enregistré une progression de 3,73% en glissement annuel au deuxième trimestre, portant sa contribution au PIB du pays à 58,76%.
Les secteurs pétroliers, qui représentent la majeure partie des revenus du gouvernement à environ 90% des réserves de change, a enregistré une croissance de 10 à 15%. La production de brut a atteint une moyenne de 1,41 million de barils par jour entre le 1er avril et le 30 juin de l'année en cours, contre 1,22 million de barils par jour durant la même période de l'année écoulée. Par ailleurs, l'agriculture et l'industrie ont progressé de 1,41% et de 3,53% respectivement au deuxième trimestre 2024. Les Fonds monétaires internationaux, le FMI, prévoit une croissance économique de 3,1% pour le Nigeria et l'ensemble de l'année 2024. Je l'ai dit au sommaire, la production ivoirienne d'or est en hausse depuis quelques années et devrait atteindre 55 tonnes en 2024 grâce aux nouvelles découvertes d'or favorisées par les investissements croissants dans le secteur. Le pays peut maintenir cette tendance dans les années à venir. Encore une fois, Rachel Missenga. En Côte d'Ivoire, Turaco Gold a publié une première estimation des ressources minérales pour son projet AFEMA. Cet actif situé à 120 km à l'est d'Abidjan héberge 2,52 millions d'onces, soit 71,4 tonnes d'or sur 3 gisements que sont Woulo, Jonction et Anuré. Selon la compagnie australienne, la majorité de ressources identifiées dans le cadre de cette estimation est classée dans la catégorie indiquée. Cette dernière est l'une des catégories les plus fiables en matière d'estimation. Turaco a ajouté que tous les gisements de projet ne sont pas inclus dans cette estimation initiale, qui n'est qu'une première étape dans la découverte de plusieurs millions d'onces à AFEMA. Pour atteindre cet objectif, Turaco Gold compte poursuivre les travaux sur les 3 gisements déjà cités et sur les autres gisements. La découverte d'une ressource aussi importante à AFEMA renforce les statuts du projet comme potentiellement l'une des futures grandes mines d'or de Côte d'Ivoire. Turaco Gold dispose d'un permis minier accordé en décembre 2013 pour le projet AFEMA et valable jusqu'en 2033. Une convention minière a aussi été déjà signée avec le gouvernement ivoirien, prévoyant notamment une participation gratuite de 10% pour l'État dans la future mine, ainsi qu'une redevance allant jusqu'à 6% des revenus liés à la vente de production. Pour rappel, Turaco a acquis une année de participation majoritaire de 51% dans le projet AFEMA, avec la possibilité de porter cette participation à 70%. Place à présent à la revue de presse. Bonsoir. La situation en République démocratique du Congo et les relations diplomatiques régionales sont au centre des préoccupations de cette semaine. Voici un tour d'horizon des principales actualités. La présence des troupes kenyanes en RDC qui ont récemment fait leur retour après avoir quitté le pays en décembre 2023 suscite des interrogations, écrit la référence plus. Dans un contexte déjà marqué par la complexité des missions de paix de la MONUSCO, EAC et SADC, certains observateurs s'interrogent sur les véritables intentions de ce nouveau déploiement. Le retour des troupes kenyanes intervient alors que des critiques émergent quant à leur précédent échec à combattre la coalition RDF-M23. Accusées de soutenir indirectement les rebelles M23, les troupes kenyanes se retrouvent sous une forte pression exacerbée par les tensions diplomatiques entre le président congolais Félix Tshisekedi et son homologue kenyan William Ruto, critiqué pour son soutien perçu envers le Rwanda. En rapport avec la guerre à l'est de la RDC, Tanzanie menace désormais de rompre ses relations diplomatiques avec le Rwanda, rapporte Info 27. Cette menace est motivée par le soutien présumé du régime rwandais aux rebelles M23 qui sèment la terreur dans l'est de la RDC. Lors du sommet de la communauté du développement de l'Afrique australe SADC à Kinshasa, la Tanzanie a affirmé son soutien à la RDC en exigeant le rétablissement de la paix dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Allons sur le front économique avec Forum des As. La RDC et la Banque mondiale sont en effet en pourparlers avancés pour la mise en place d'une nouvelle série d'appuis budgétaires.
prévisionnel à hauteur de 500 millions de dollars par an pour 2024 et 2025. Ces fonds visent à soutenir les réformes nécessaires à la gestion des finances publiques et à la réalisation des objectifs gouvernementaux. Les discussions révélées lors du dernier Conseil des ministres mettent en avant des mesures telles que la centralisation des ressources publiques via un compte unique du Trésor, la digitalisation des marchés publics et la rationalisation de la masse salariale. Ces réformes sont cruciales pour améliorer la transparence et l'efficacité dans la gestion des finances publiques. La gestion financière du gouvernement congolais est également mise en lumière par André-Alain Atundu Lyongo, qui appelle la première ministre Judith Suminwa Tuluka à un coup de balai dans les dépenses publiques. Dans une tribune publiée cette semaine par la Prospérité, Atundu souligne la nécessité de réduire les dépenses non conformes et de lutter contre les pratiques de détournement. Face au scandale financier et aux révélations de l'Inspection générale des finances IGF, il insiste sur l'importance de restaurer l'orthodoxie financière pour assurer la bonne gestion des ressources publiques. Enfin, sur le plan de la gestion des institutions académiques avec le journal, le président Félix Tshisekedi a exprimé son indignation face au détournement de fonds à l'Institut national des bâtiments et travaux publics, INBTP. Lors du dernier Conseil des ministres, il a qualifié ces actes de trahison inacceptables contre les efforts pour une éducation de qualité. Il a qualifié ces actes de trahison inacceptables contre les efforts pour offrir une éducation de qualité. En réponse, la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire a procédé à un remaniement complet du comité de gestion de l'INBTP avec la nomination du professeur Chibango Munyenza Cédric comme nouveau directeur général. Cette décision vise à restaurer la transparence et à renforcer les mécanismes de contrôle au sein de l'établissement et des autres universités du pays. Fin de cette revue de presse, au revoir et à la prochaine. Madame, Messieurs, ce journal est terminé. Je vous rappelle les différents titres. La rentrée scolaire 2024-2025 se pointe à l'horizon en RDC alors que le pays fait face à une épidémie de mpox touchant particulièrement les enfants. Faudra-t-il maintenir ou repousser la rentrée prévue pour ce 2 septembre? Vous avez suivi cet élément dans notre journal télévisé. Et puis à l'international, la production ivoirienne d'or en hausse depuis quelques années devrait atteindre 55 tonnes en 2024. Voilà, ce journal est complètement fini. Madame, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Géopolis Télévision.